cette 16e émission, eh bien, nous allons avoir beaucoup de titres, de chroniques. Nous allons découvrir des trailers tout nouveaux. Et puis, nous aurons deux interviews d'auteurs. L'une, c'est Annie Sedan pour la sortie de son nouvel opus de la saga Les Chroniques de l'Invisible. Donc, ça s'appelle L'Arcane. Et un second, celui de Clément Bonnet pour son roman ou biographie, autobiographie, mais ça on le verra après, qui s'appelle Mère et monstre. Donc au programme, nous allons avoir, je prends mon papier, Twins à l'école des dragons bleus d'Hubert Mulkins, Les Chroniques de Balthus de Laurent Dumortier, Un temps d'avance de Peter Pan, La rectification de Luc Degrande, Les maisons vagabondes de Colette Cambier, Quel goût à la vie de Clotilde Crozet, Issa Abdullah de Pascal Gillet-B, La terre de nos ancêtres, Marline de Parmigiani, Mère et monstre, Clément Bonnet, L'Arcane d'Annie Sedan, Otage de Sam Guethoff et enfin La vie est belle de Ryan Zofsky. Eh bien, je vous souhaite une bonne émission. Et voilà, je vais vous présenter le dernier roman d'Annie Sedan, L'Arcane, qui fait partie de sa saga Chronique de l'Invisible. Donc c'est son 4e volet. On va dire que je l'ai attendu, hein, celui-là. Je l'ai vraiment attendu. Et pas plutôt reçu, en fait. Je me suis plongée à fond dans cette histoire, aux côtés forcément de Valérian, Merlin, Horty et mon grand chouchou, Azimut le dragon. Il y a quelques petits nouveaux dans le paysage et pas des moindres. Il y a des rois, il y a des reines, il y a des mages, il y a des sorcières. Notre jeune apprenti chevalier en fait part pour sa première quête en vue d'être adoubé. Et il va être accompagné de Merlin qui va être, on va dire, son superviseur, celui qui va voir s'il fait tout comme il faut pour avoir accompli, achevé sa quête, et puis bien sûr Horty qui les suit partout, et puis bien sûr Azimut, puisque c'est son chevalier, etc. Normalement, la première quête d'un chevalier va se passer, c'est très facile. Mais forcément, pour Valérian, c'est jamais très facile, et forcément, rien ne se passe comme il devait se passer. Voilà. Mystère, on va dire rebondissement, sort, balai facétieux, dragon des glaces, fausses apparences. En fait, c'est que du bonheur de la première page à la dernière page. Alors, que dire de l'écriture d'Annie Sedan? Elle est imaginative et c'est pas peu dire.
poétique, elle est très imagée, elle est en fait au service d'un univers très original qu'elle a réussi à bien créer, et puis on s'y plonge à chaque fois avec un très grand plaisir. Et puis elle a réussi à créer une histoire si intrigante qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. Et j'ai même apporté le bouquin en vacances pour vous dire que j'avais envie de lire la suite et de connaître la fin. Alors quant à la fin, rebondissement sournois, hein, Annie, alors là je ne suis pas du tout d'accord, parce que c'est un vrai coup bas. Me voilà sur des charbons à main en fait pour découvrir, pour attendre le prochain roman. Alors je sais qu'il est presque terminé, j'ai hâte de le découvrir et de savoir ce qui va arriver à mes héros préférés. Alors vous l'avez bien compris, c'est un coup de cœur. Vraiment c'est un bouquin à découvrir sans modération. Alors, bonjour Annie. Bonjour Edmé. Bonjour donc, et aujourd'hui tu viens nous présenter ton prochain livre, qui nous raconte la suite des aventures de Valérian. Eh oui. Voilà, donc ça s'appelle L'Arcane. L'Arcane. Voilà, et nous allons vous présenter ça. Alors donc ceci, ce n'est pas la suite vraiment des autres livres, mais on retrouve Valérian et la suite de ses aventures. C'est ça, on retrouve les personnages principaux, donc Oui. Valérian, Orty et Merlin. Et alors, à la fin du précédent, en fait, je disais simplement qu'il allait devoir faire 3 missions pour Oui, pouvoir atteindre l'adoubement, puisque c'est un apprenti chevalier. Et ici, c'est le premier, c'est l'escorte. 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 C'est sa première C'est sa mission. première mission. Il s'en sort vainqueur? Il s'en sort, mais il va lui falloir quand même Ce prendre n'est le pas temps, facile. hein. C'est pas évident, parce qu'il va avoir du pain sur la planche. quand Ah, même, ok. hein. Oui, Il mais va avoir Valérian- des tas d'aventures, il va rencontrer des tas de personnages. Oui. Ah, Et c'est bien. Oui, ça va être compliqué pour lui. Mais il y arrivera. Il y arrive. Bravo Il y arrive. Valérian. Et donc, tu as déjà en tête sa prochaine épreuve, Ah oui, alors la seconde épreuve, ce sera l'échange. 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 Oui. Alors là, je peux peut-être déjà dire, il ira chez les elfes. Oh, chez les C'est elfes. chez les elfes. Oui. Et alors la troisième épreuve, la troisième mission, ce sera la quête. Mais ça, c'est pour plus tard, parce qu'il y aura peut-être d'autres petits soucis entre-temps. Donc, je Oui, ne sais ce pas n'est encore. jamais... Même moi, je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Où il va Oui. aller, mais je sais qu'il va y aller. Tu sais qu'il va y arriver. Il va y Ce aller. n'est jamais un long fleuve tranquille Non, de toute jamais, façon. jamais, de toute façon. Ça, c'est vrai. Ok, ben c'est bien. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir le plaisir de te lire longtemps, Ah, quelques livres. hein, non, et de deux suivre les semaines, aventures oui. de Valérian et tous ses Et compagnons. tous ses compagnons, oui. Et alors, oui, il va rencontrer toutes sortes de personnages. Oui. Vraiment. Parce que bon, ce que j'aime bien aussi, c'est d'explorer un peu les 5 domaines. Hein. C'est l'endroit où il vit. Oui, Et alors, il y a toutes sortes de peuples, je vais dire ainsi. Donc, il y a les elfes, les nains. oui, Cette fois-ci, il va rencontrer des trolls. oui. Il y aura quelques sorciers aussi, des bardes. Oh là là, oui, c'est bien Et rempli. bon, oui. Il y a beaucoup de beau monde. Bon, Eh bien, voilà, ben, on se réjouit de découvrir ce nouveau volet des aventures de Valérian et ses amis. Et on te reverra encore pour ses prochaines épreuves, mais là, laissons-le vivre celle-ci. Hein. D'accord. Ok, Ça va. merci. Merci, Edmé. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Twins à l'école des Dragons Bleus de Hubert Mulkens, qui nous propose une plongée dans un univers éducatif pour le moins atypique, mais qui ne manque pas d'originalité. Aux États-Unis, Lily et Cory, des jumeaux sino-américains, vivent la vie tout à fait normale des ados de leur âge. Une vie que la mort brutale de leur père va totalement chambouler. En effet, bouleversée, leur mère décide de retourner vivre en Chine. Là-bas, elle inscrit les jumeaux dans une stricte pension de Shanghai, où l'ennui pousse ses ados, pas tout à fait comme les autres,
à exprimer leur mécontentement de manière assez insolite. Et puis, un jour, leur grand-oncle Bao les emmène dans une toute nouvelle institution qui vient d'ouvrir ses portes au cœur de la jungle chinoise, sur l'île de Henan, l'école des Dragons Bleus. Un établissement bien loin de ses homologues conventionnels, car si les matinées sont consacrées à l'étude, pas question de rater son Gaokao, le baccalauréat chinois, les après-midi sont voués à des activités bien différentes. Twins est un roman à la saveur exotique indéniable, tant dans son implantation géographique que dans sa proposition éducative. Cette histoire ne manque cependant pas de mystère, d'action et de rebondissement qui devraient plaire aux ados comme aux adultes, que les caractères des jeunes dragons ainsi que leur inventivité ne devraient pas manquer d'amuser. Twins à l'école des Dragons Bleus est le premier tome des aventures de Lily-Cory, des aventures loin d'être terminées. Alors, en attendant la suite, bonne lecture à tous! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les Chroniques de Balthus, où Laurent Dumortier tient haut la main sa promesse de nous plonger dans un univers fantasy, le ciel. De Garamond au Royaume du Nord, en passant par Equam, ces 3 tomes nous entraînent dans une dangereuse aventure, conséquence directe de la défaite du Seigneur Cristal face à l'Empereur du Nord et son exil loin des terres agressées. En effet, à la mort du Seigneur Cristal, son fils Garamond décide de reprendre l'œuvre de conquête initiée par son père. Et malheur à ses ennemis, car s'il a hérité la force de celui-ci, il a également hérité des pouvoirs magiques de sa mère. Pendant ce temps, loin des préoccupations de Garamond, Balthus et Mérédine mènent la vie tranquille de 2 jeunes athènes. Une vie qui va être bouleversée par l'apparition non loin des côtes et collines de l'Argios d'une flotte de navires prélude à une funeste invasion. Afin de fuir les ambitions guerrières de ses conquérants, ils entament un voyage qui va les mener bien plus loin qu'imaginé, là où se croisent danger et magie. Avec eux, nous allons découvrir les peuples des terres connues, traverser de mystérieuses forêts, d'implacables déserts, visiter d'extraordinaires cités, rencontrer des personnages plus intéressants les uns que les autres, défier la mort elle-même et vivre une grande aventure épique. Avec ces chroniques, Balthus nous offre tout un monde fantasy à arpenter. Et si au cours de nos pérégrinations, nous sentons notre imagination s'emballer, c'est parce que notre petit chroniqueur nous propose de découvrir, par la grâce de Laurent Dumortier,
Un monde bien à lui, avec ses mystères, son atmosphère unique et ses personnages aux particularités tout aussi uniques. Et quand Balthus pose sa plume dans les royaumes du Nord, c'est avec impatience que les amoureux du genre rêvent à ses prochains récits. En attendant, bonne lecture! Le livre d'aujourd'hui, c'est Quel goût à la vie de Clotilde Crouzet. Alors, ce livre s'enroule autour de deux personnages centraux, Victor et Soisic, qui sont des adolescents. Soisic est une jolie jeune fille qui est extrêmement populaire, mais sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, elle a ses followers, elle a des amis, en général enthousiastes. Sa maman, comme elle a divorcé et qu'elle est seule à élever sa fille, elle la garde pas mal. Donc, elle a toujours de très jolis vêtements, de très jolis accessoires, pour lesquels, finalement, elle est toujours complimentée sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, c'est autre chose, elle est renfermée, elle ne sait pas comment avoir des relations sociales hors du monde virtuel. Et donc, elle apparaît à tout le monde comme étant froide, un peu snob, à cause de ses beaux vêtements et de la distance qu'elle a. Ça provient simplement du fait qu'elle n'a aucune idée des relations réelles. Victor ne se laisse pas décourager, il s'amourage d'elle, elle est jolie, il a envie de la conquérir, et à force de patience, effectivement, il arrive à lui faire découvrir, mais quel goût à la vie! Et donc, ils sortent ensemble, il lui fait découvrir les promenades, les musiques que lui aime bien, avoir des amis, aller danser, faire des choses des jeunes en dehors du monde virtuel, les vrais jeunes. Et donc, la voilà conquise, elle se transforme peu à peu. Au lendemain d'une fête particulièrement réussie, où elle s'était très bien amusée, elle avait beaucoup dansé, elle demande à Victor de l'accompagner pour une promenade, mais elle est toute sombre, elle n'a pas son humeur habituelle. Victor la suit, se demandant que va-t-elle m'annoncer ? Et elle lui fait un discours un peu bizarre, selon lequel il faut savoir s'éloigner, prendre ses distances, ne pas trop attendre de l'autre, etc. Il prend ça quand même assez mal, ils ont une petite prise de bec, et elle lui dit, elle l'envoie balader, elle lui dit qu'elle veut continuer sa promenade seule et que, qu'il la laisse. Donc le pauvre Victor désespéré s'en va, en se demandant ce qui lui a mérité tout ça. Le drame est que le lendemain, on retrouve Soisic sans vie, qui est tombée du haut de la falaise sur laquelle elle était partie se promener avec Victor. À partir de là, le roman prend une autre direction, puisqu'il y a une enquête, on se demande, est-elle tombée accidentellement? Est-ce qu'elle était suicidaire peut-être? Ou est-ce que quelque chose la menaçait? Est-ce qu'on l'aurait tuée en fait? Mais pour quelle raison? Tout ça est assez mystérieux. Victor croit se souvenir qu'elle avait reçu un message sur son téléphone, mais dont elle ne lui a pas parlé. À partir de là, il y a une enquête autour de tous les gens qui l'ont entourée et qui l'ont connue en général assez mal. C'était probablement Victor qui la connaissait le mieux. Et je vous laisse découvrir le fin mot de l'histoire, évidemment. C'est un livre, allez, je ne vais pas dire que c'est un suspense, mais il y a une enquête, on suit, on se demande quand même ce qui a provoqué ce drame. Et on sympathise avec le pauvre Victor quand même. Alors voilà, donc Quel goût à la vie de Clotilde Crouzet aux éditions Chloé Délices. Connaissez-vous des légendes de l'Antiquité ? Vous savez, le genre de mythologie fantastique à laquelle personne ne croit plus et qui sont tombées dans l'oubli depuis longtemps.
Pourtant, certaines de ces histoires sont tirées de faits réels. Elles peuvent s'entremêler entre elles et sont souvent enjolivées ou extrapolées au fil du temps. Quelques-unes servent de morale, d'autres sont malheureusement utilisées pour manipuler les personnes peu instruites. Mais avez-vous déjà entendu parler du mythe grec évoquant un roi déchu par le grand Zeus? Vous me direz, il y a tant de récits de ce genre, et puis ce sont toutes des histoires anciennes d'un monde révolu. Cependant, cette légende a perduré au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Que diriez-vous si je vous affirmais que le roi dont je vous parle est toujours parmi nous, vivant et traversant les âges? Vous ne me croyez pas? Et pourtant, je vous invite à aller à sa rencontre et à vivre, au travers de ses yeux d'être surnaturel, une aventure de notre temps. Un conseil, gardez l'esprit ouvert et restez vigilant. Quelle belle nuit! La lune rayonne sur les nuages blancs, donnant au ciel l'allure d'un tableau de maître impressionniste. Une belle toile noire, nettement découpée par des formes abstraites. L'air frais et doux caresse ma fourrure, l'herbe touffue s'incruste entre mes griffes, l'odeur âcre des feuilles mortes en décomposition chatouille ma truffe. Je profiterai de ces moments bucoliques plus tard, car ma victime ne m'attend pas. Ce cher père Robert court dans tous les sens, complètement déboussolé. Il manque à chaque pas de tomber à plat ventre. Sa longue soutane noire lui emmêle les pieds. Cela m'ennuie. Je pensais faire une belle course. Je suis déçu. Il trébuche sur une racine, tombe le corps en avant et se cogne la tête contre le tronc d'un vieux chêne avant de s'aplatir de tout son long dans un lit de feuilles mortes. Groggy, il se relève avec difficulté. Le clair de lune qui traverse les feuilles des arbres fait luire son crâne presque chauve et rouge. Son visage est ruisselant de sueur et un filet de sang coule de son petit nez. Il pue la peur. De son regard apeuré, il essaye de déceler ma présence dans l'ombre. Ses fines lèvres prises de convulsions ne facilitent pas son élocution. « Va-t'en, sale bête !» fait-il d'une voix forte. Espère-t-il me dissuader d'attaquer ? Comme si j'étais un chien errant. Mon plaisir se décuple lorsque je vois son visage se déformer d'horreur à l'écoute de ma réponse. « Bonsoir, mon père. » Ses yeux bleus, de plus en plus écarquillés, Robert se signe et gémit. « Mon Dieu! Qu'est-ce que... cette chose ?» « Un guide qui va t'aider à rejoindre ton seigneur. » Mes mots le font bondir sur ses jambes, ce qui m'amuse, vu son grand âge et son embonpoint. « Non! Non! Pitié! Je ne veux pas mourir !» hurle-t-il en reprenant sa course inutile. J'en ai assez de jouer au chat et à la souris. Je veux en finir au plus vite. Comme tous les autres, le prêtre se dirige vers la lumière, pensant y être en sécurité. Je le dépasse avec discrétion et aisance avant qu'il n'atteigne la clairière et me tapis derrière un buisson pour l'attendre. Je le surprends au dernier moment en lui sautant au cou, plantant mes crocs dans sa gorge, lui lacérant les cordes vocales. Son sang chaud inonde ma gueule. Je prends soin d'éviter d'écraser mon museau contre sa chair, au risque de m'étouffer. Je plaque ensuite ma proie au sol de tout mon poids, l'empêchant d'utiliser ses mains pour m'étrangler. Toute une technique, apprise seule, par instinct. Tandis que j'égorge ma victime, je me remémore ses premières fois, devant m'habituer à courir non pas sur 2 mais 4 membres, à utiliser ma gueule au lieu de mes mains. Trouver les points faibles de mes proies avant de les attaquer afin de les tuer rapidement et sans bavure. Je ne suis pas né loup mais bien humain, il y a tellement longtemps. Je vais vous présenter Mère et monstre de Clément Bonnet. Donc le synopsis, je vais vous le lire. Et ensuite, je vous parlerai du bouquin. Laurent, enfant à Libye, comme il se pense lui-même, cherche à comprendre la violence et le silence qui régissent les lois au sein de sa propre famille. Pour cette quête, il décide de passer par l'écrit, mais peine à trouver les mots. Il lui manque alors une pièce essentielle, un non-dit familial. Voilà. Alors,
Lorsque j'ai fermé cet ouvrage, je dois dire que j'étais à la fois dubitative et franchement chamboulée par la violence intrinsèque parfaitement illustrée par la première de couverture. D'ailleurs, à prime abord, cette couverture m'avait rebutée. Mais lorsque je termine le bouquin, en fait, je la comprends. Elle est réellement l'image de ce que l'on ressent lorsqu'on termine le livre. Il s'agit en fait d'une vision, on va dire, réaliste d'un état d'esprit, d'un parcours de vie que je qualifierais en fait de désaxé. L'auteur nous propose une mise en abîme. Un homme adulte, Laurent, est incapable d'écrire, d'exposer sa vie, pourtant il en a vraiment un besoin extrême pour, on va dire, s'extérioriser, pour calmer en fait, pour calmer sa vie, pour se comprendre. Et donc, il fait appel à Clément, qui le connaît très bien et qui va relater à sa place sa vie. Et à la fin, donc Laurent commence à écrire, il a compris. Et c'est à ce moment-là, en fait, à la fin de cet exercice, en fait, que c'est un petit peu comme un voile qui se déchire, vous savez, ou un sparadrap qu'on va tirer très très lentement, donc ça fait vraiment très très mal, c'est très douloureux. Et bien cette écriture va être, on sent qu'elle va être douloureuse, parce que le récit est lui-même très douloureux. Cet ouvrage est en fait un exutoire, une biographie, autobiographie, un roman, ça on le verra avec l'interview qui suit. Mais en fait, c'est également, à mon avis, un règlement de compte brutal et cruel. C'est le récit d'une violence quotidienne, physique et psychologique dont les racines sont implantées profondément dans les secrets d'une famille dysfonctionnelle. Laurent veut comprendre, il sait d'instinct en fait que son environnement de vie n'est pas normal. Il pose des questions, révélant ainsi les failles de son entourage, les rages et les aveuglements. Il veut dire non, mais il tarde parce qu'il est enseveli sous une tonne d'habitudes, des actes quasi addictifs. Hein. Et lorsqu'enfin il réussit à dire non, en fait, c'est un voile qui se déchire sur quelque chose, donc comme je le disais, de très douloureux. Le vocabulaire qu'utilise Claude Bonnet est, on va dire, sans phare. Un peu comme l'ambiance du récit, il est parfois choquant à l'image des situations. Il est bien écrit, dans une sorte de rythme véhément, saccadé, presque sexuel. C'est un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui marque les esprits. Alors bonjour Clément, nous sommes aujourd'hui chez toi, à Marseille, donc pas très loin de chez moi en fait. Et nous sommes ici pour parler de ton roman, livre, autobiographie, biographie, enfin on verra ça, hein. Mère et monstre, que tu as publié aux éditions Chloé Délices, bien entendu. Alors, avant tout, j'aimerais bien que tu te présentes. D'accord. Qui es-tu ? Ah, qui je suis ? Oula, mais justement, c'est le genre de choses qui pourrait justifier l'écriture de ce livre. Qui je suis ? Moi, je suis... si je veux parler de mon métier, je suis formateur en travail social. Voilà, donc je forme des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, enfin voilà, tous les métiers de l'humain, métiers d'intervention de l'humain. Voilà, j'ai un parcours moi-même d'éducateur spécialisé d'une 25 ans, essentiellement en protection de l'enfance. Voilà. Autrement, après, je suis marié, j'ai une femme, 2 enfants qui sont grands, qui sont plus à la maison maintenant. D'accord. Et voilà quoi. Et puis voilà. Bon, alors la question qui me taraude, pourquoi avoir écrit un bouquin ? Et ce bouquin, d'abord, est-ce que c'est ton premier livre ? Oui, c'est mon premier livre. Alors j'ai écrit d'autres choses par ailleurs. Moi j'ai commencé l'écriture par des chroniques, que j'ai commencé à écrire des chroniques en lien avec mon métier d'éducateur spécialisé.
où j'avais dans l'idée en fait vu que c'est un métier qui est quand même humainement riche, où on peut rencontrer des choses où ça vient nous chercher chez nous, où ça vient nous bousculer, et je me disais qu'il y avait matière peut-être à écrire des choses. Et j'ai commencé à écrire des chroniques en fait sur le métier, avec un personnage récurrent, on dira, qui s'appelait François Durand, et voilà, et qui revient principalement dans ses chroniques, et les chroniques ont pu être publiées. Je fais ça depuis une dizaine, 15 ans maintenant, quinzaine d'années que je fais ça. Et puis par ailleurs, j'avais commencé à écrire des choses, on va dire, plus proches de moi, plus intimes, mais sans réellement penser que peut-être un jour je donnerai une forme à ce truc-là, quoi. Et puis voilà, un jour ça a pris Enfin, il y a un jour où je me suis décidé en me disant, tiens, il faudrait quand même peut-être que j'essaie de finir ce truc plus pour, je sais pas comment dire, pour essayer de passer à autre chose peut-être, que vraiment pour, voilà. Après, pourquoi j'écris, je sais pas. C'est sûrement un besoin d'expression, on dira. D'accord. Donc en fait, ton bouquin, il fait 131 pages. Oui. Il n'est pas très long, mais il est très dense. D'accord. Okay. Hein, voilà. J'aimerais savoir, alors donc on a parlé biographie, autobiographie, etc. Est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est du vécu? Alors je sais pas si c'est... alors c'est un roman, je sais pas si c'est un roman, je trouve pas suffisamment pour que ça soit un roman. Mais ça pourrait être fiction, ouais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est fiction, fiction ou est-ce que c'est du vécu? C'est du vécu, je vais pas non plus... voilà. Ça se sent. C'est du vécu, après c'est dans l'écriture qui fait que c'est écrit à la troisième personne du singulier, mais enfin justement parce que on va dire que le narrateur est embêté, en fait, bon, c'est l'auteur qui vient l'aider à écrire, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Mais oui, c'est du vécu, oui, c'est du vécu. C'est du vécu, après c'est forcément mon interprétation de ce vécu-là. Bien sûr, bien entendu. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire, de la trame? Comment tu le présenterais ton livre à un lecteur qui viendrait en fait te l'acheter? Il faut que tu vendes la marchandise, tu dirais quoi? Après, comment le vendre, je sais pas trop, mais en tout cas, finalement, c'est une question, la question qu'il y a dans ce livre, c'est une question un peu centrale qui m'habite depuis pas mal d'années sans que je sache vraiment, c'est la question de l'éducation en fait, hein, et de comment on se constitue et comment... Enfin, d'où on vient et qui fait qu'on se construit malgré nous, quoi, sans trop savoir exactement ce qu'on est. Et c'est une question, effectivement, ça parle d'éducation, mais ça parle d'éducation dans un milieu, on va dire, où une personne se rend compte que peut-être que ce qu'il a vécu n'était pas tout à fait... classique, on va dire, et qu'il lui a fallu du temps pour s'en rendre compte, en fait. C'est quelqu'un qui évolue dans un univers qui est plutôt violent, alors qui est à la limite de l'inceste, on va dire. On ne peut pas parler de climat incestueux, enfin, mais en tout cas de climat incestuel. Du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un chemin, en fait, pour comprendre que ce qu'il a vécu n'était pas tout à fait, alors j'aime pas le mot normal, mais je dirais classique. Et qui se rend compte peut-être un peu assez tard que ce qu'il a vécu était de l'ordre de la violence, on va dire. Mmh. Voilà. Et qui lui-même va perpétrer cette violence, mais qui lui va avoir une prise de conscience à un moment donné, qui va se rendre compte et pour que dire non mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. D'accord. Mais la question centrale, c'est la question de l'éducation, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Donc, on va parler quand même, est-ce qu'on peut parler d'exutoire, d'un règlement de compte, en fait, de l'auteur, je parle pas de toi, hein, mais en fait de l'auteur qui écrit ce bouquin, vis-à-vis de cette mère abusive, par exemple, de son père un petit peu lâche, un peu absent, qui se rend même pas compte de ce C'est assez classique, finalement, comme schéma. Au bout du compte, on pourrait dire que c'est assez classique, mais avec, on va dire, une mère un peu anthropophage et un père assez absent. En fait, je sortais en fait d'un master en sciences et d'éducation et j'avais écrit un mémoire, donc mémoire de recherche, qui est une écriture assez, on va dire, pointilleuse, voilà, un peu technique ici et là. Et c'est vrai que
C'est quand j'ai fini ce mémoire que tout à coup j'ai eu envie d'écrire et que j'ai commencé à écrire autre chose. Et d'une certaine manière, j'ai tenu comme un journal en fait. Alors, certainement, c'était pour... j'avais besoin de dire en fait. Je ne pourrais pas dire autre chose que ça. Alors après, est-ce que c'est un règlement de compte ou pas? J'espère que c'est pas que ça, mais il est possible effectivement que l'auteur... il y ait de ça, il y a quand même de ça, il y a une espèce de truc de vouloir dévoiler quelque chose, c'est-à-dire une violence qui a été reçue et qui a besoin de réexister dans le texte en fait, voilà. On l'a renvoyé d'une certaine manière. D'accord. En fait ça nécessite peut-être, c'est-à-dire que c'est l'écriture de ce livre et c'est presque un passage obligé pour se décoller de quelque chose, quoi, en fait. Oui, c'est bien. On sent bien l'exutoire, enfin le fait de se dégager de quelque chose. Exactement. pour pouvoir avancer en fait. C'est ça. Et en fait, c'est à la fois l'écriture du livre. C'est pour ça que la personne qui au départ veut écrire n'y arrive pas et que c'est quelqu'un qui vient lui filer un coup de main pour écrire, parce que c'est à la fois le livre raconte un petit peu, on va dire, cette séparation avec sa vie, mais en même temps, le livre en lui-même, c'est un processus qui permet cette séparation, quoi. C'est pour ça qu'on peut peut-être parler effectivement d'un peu de mise en abîme, quoi. D'accord. Donc les personnages sont ultra réalistes, mais très, très curieusement, en fait, ils ne sont pas décrits. Non. En fait, ils sont absents physiquement et ils sont totalement présents psychiquement, psychologiquement. Et donc, en fait, c'est la violence qui prime sur l'aspect physique. Est-ce que tu l'as fait exprès ? Je sais pas si je me suis vraiment posé la question. En fait, il y avait comme si c'était une espèce d'urgence et qu'il fallait. Mais effectivement, comme tu le dis, c'était pas tant. C'est plus ce qui se passe en fait et ce que ces personnages font plutôt que de les décrire. J'avais comme si besoin une urgence d'aller à l'essentiel. Oui, en fait, c'est le lecteur qui se fait une idée vague de comment pourraient être les personnes si elle a quoi. Oui, parce que bon, en fait, ils sont déshumanisés quelque part. On est d'accord ? Bah ouais, peut-être, ouais, ça je n'en suis pas, je pourrais pas... Moi j'ai eu l'impression en fait, tu vois, qu'ils étaient déshumanisés et que c'était justement pour laisser la place à cette violence intrinsèque du récit. Voilà. Bon, tu es d'accord bien évidemment que le bouquin n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce qu'il est quand même, il est cru, il est compliqué à lire. Parfois tu dis, c'est pas possible. Alors, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de bouquin, hein, même si j'ai fait des études de philo, etc. Mais si tu veux, c'est tellement proche on sent que c'est vécu, que c'est tellement proche de la réalité qu'on est complètement englué dans ce que vit le héros et on a du mal à s'en détacher. C'est pour ça que je te dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Oui, sûrement. Enfin, je sais pas. Je veux dire que moi là-dessus, je suis un peu. Comment je pourrais dire ? Je suis un peu. Tu t'en aperçois pas en fait. Mais en fait, c'est le fait que tu dises ça. Mais alors, c'est rigolo que tu dises que finalement on est englué parce qu'effectivement, c'est ça, il y a quelque chose dehors de la glu là-dedans. Oui, absolument. On est pris dans un truc où les gens, voilà. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se détacher. À se détacher, et lorsqu'enfin il arrive à se détacher, c'est d'une violence. C'est violent. C'est assez violent. C'est-à-dire que la séparation ne peut se faire que dans la violence. Exactement. Et c'est pour ça que je parle de la question d'éducation, parce que l'éducation, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on permet à l'autre à un moment donné de partir. Et de se séparer, mais là, du coup, on reste englué. Oui, d'autant que même si, en fait, le personnage a fait entre guillemets des études pour pouvoir, en fait, se détacher de là, il a trouvé, en fait, sa voie, il a lui-même du mal à se détacher de ça, quoi. Certes, c'est sûr que c'est assez cru, c'est pas... oui, peut-être que c'est pas à mettre entre toutes les mains, je sais pas, mais après je me dis, c'est au lecteur de se faire sa propre idée. Bien sûr, oui, non, mais ça veut pas dire que c'est pas à lire, hein. C'est totalement passionnant et j'ai pas sauté une seule ligne, pour te dire que c'est bon. Mais quelque part, c'est un texte qui marque les esprits, franchement. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as l'intention d'écrire un autre livre ? J'ai commencé autre chose, j'avais commencé autre chose après ça. Pareil, un peu de la même manière, en écrivant. Et puis là, je me suis dit qu'il y avait je voulais peut-être être dans le même processus, c'est-à-dire lui donner forme, et donc me mettre plus, on va dire, dans une discipline au travail, quoi. Parce que d'abord,
j'écrivais, c'était voilà, une sorte de journal que je tenais, et puis bon, quand il s'est agi de dire, bon, ben, je vais en faire un livre, ben là, ça m'a demandé une discipline. Bon, ben là, j'en suis pas encore au stade de la discipline, on va dire. Mais voilà, j'ai commencé, mais ça, je pourrais pas dire, je sais pas. C'est C'est en cours, quoi. c'est parce que c'est du travail, quoi. Donc, il faut Ah oui, c'est ça, c'est sûr que c'est il faut du s'y travail. mettre, quoi. Voilà. Tu vois, bon, C'est- comme, et bon, on n'est voilà. pas toujours dans Et l'état comme voilà, d'esprit. enfin, je travaille, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, parce que j'entendais dernièrement, je crois qu'il y a, je sais pas combien de 20% des Français écriraient apparemment, Oui, ou auraient non. envie d'écrire. Donc c'est des gens qui travaillent par ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut trouver le temps aussi par ailleurs de le faire, bon, l'énergie, ou voir. Voilà. Mais j'ai commencé à écrire quelque chose, effectivement, mais je sais pas. D'accord. Voilà. Alors, juste pour terminer, pourquoi tu as choisi, alors je sais pourquoi tu as choisi cette première de couverture, mais franchement, au premier abord, elle le rebute, quoi. Ouais. Et dans la mesure où elle le rebute, en fait, le lecteur ne va pas vers le livre. D'accord. Donc, en fait, c'est une première de couverture choc. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi ça? Alors bizarrement, c'est marrant parce que du coup c'est pour ça que chacun le voit. Moi j'aime bien, ça vient d'un tableau et j'aime Ouais. bien que j'ai ici à la maison, hein, et que j'aime bien. Et en fait c'est un pote à moi qui est peintre et qui est également éducateur spécialisé comme moi et qui fait de la peinture. Et puis un jour j'avais vu ce tableau et donc je le lui ai acheté. Et puis dans ma tête je me suis dit mais si un jour je finis ce livre, ça sera la couverture de ce livre. Et quand je l'ai vu, Parfait. je me suis dit, mais en fait, c'est mon portrait. Enfin, bizarrement. Tu vois? Non, mais parce que je voulais Ouais. dire, dans tout ce que finalement, parce que le livre parle un peu de ça, c'est de la monstruosité qu'on peut avoir en nous et qui Oui, est cachée, exactement. quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de montrer une espèce de figure un peu monstrueuse. Comme Non, ça. mais c'est très clair que de prime abord, on n'a pas envie d'acheter le bouquin D'accord. parce qu'en fait, cette image rebute, c'est très noir, c'est. Oui, j'ai un ami qui c'est m'a un dit monstre, ça. quoi. J'ai un ami qui m'a dit ça aussi. Et puis, lorsqu'on a fini le bouquin, on se dit, eh ben non, finalement, c'est l'exact reflet de cette personnalité-là. Et en fait, c'est parfait. Mais un bouquin, il faut le vendre. D'accord. Mais moi, au contraire, je vois un livre avec une couverture comme ça, au contraire, j'y vais, tu vois. Ah Il y oui? a des choses qui Mais parce m'attirent. que tu es un petit j'aime- peu dans la psychologie. Et parce que j'aime, je crois que tout le côté un peu justement monstrueux m'intéresse. Il y a quelque chose que j'aime chez les monstres, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être là quelque chose de. Enfin voilà. Mais je sais qu'il y a un ami qui m'a dit aussi quand il a lu le livre. Ah oui, un ami. Voilà. Je dis tant que ça. Il m'a dit ouais, mais il a la couverture. Ah oui, non, mais c'est chaud. Bien, écoute, je te remercie beaucoup. Bon. Et puis, ben, j'espère pouvoir lire ton prochain bouquin assez rapidement. Ouais, Voilà. ouais, Alors, il faut s'y mettre. Ouais, il faut s'y mettre, c'est sûr. Ouais. Ok. Alors, j'ai choisi de vous présenter La vie est belle de Ryan Zofsky. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce court recueil de contes, de nouvelles tout simplement, déjà parce que l'auteur est très dynamique, il a vraiment envie de partager son univers avec les autres, et ça, je trouve ça absolument épatant. Parce que la couverture est sympa, et parce que le synopsis est ultra court. Voilà. La seule et unique chute qui m'ait fait du bien dans ma vie, c'est lorsque je suis tombée amoureux de toi. Hein, pas mal. Voilà. Donc, vous êtes d'accord, La vie est belle, c'est un titre qui est, on va dire, optimiste, c'est un beau titre, léger, et qui apporte quelque part un peu de clarté. Hein. Ryan Zofsky, en fait, nous livre une série de nouvelles courtes qui sont teintées d'amour, de grâce et de sensibilité. Un peu comme des contes d'adultes restés enfants, hein, de grands rêveurs, qui aiment voir la vie, on va dire, du côté positif. Même si parfois c'est pas tout à fait, c'est compliqué. Donc ces rêves, vous le savez, peuvent faire du bien, mais également peuvent être cruels, comme à l'image de ces courts contes, de ces courtes histoires. Cet ouvrage, en fait, est celui d'un homme qui jette un regard à la fois actuel et bienveillant sur les autres. Le lecteur a parfois l'impression, vous savez, d'être dans un théâtre, face à un conteur, en pleine performance. Il écoute et en fait, il ressent ce que le conteur en fait livre à ses spectateurs. Et il vibre au gré en fait
de ces histoires de fées, d'épouvantail, d'histoires d'amour et de disputes, on va dire de pardon, de coups de foudre, voilà. Donc, à chaque fois, le petit garçon, l'adulte, l'adolescent, en fait, on va dire, trouve la force de quitter le cocon pour affronter la vie, ses soubresauts et parfois ses revers. Alors c'est peut-être une leçon ou peut-être même une inspiration. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Issa Abdullah de Pascal J.B. Et si l'auteur fait d'habitude appel à son imagination pour nous conter ses récits, cette fois elle prête sa plume à un jeune garçon bien réel, devenu migrant malgré lui. C'est au Tchad, sous un soleil écrasant, qu'Issa Abdullah vit la vie simple d'un ado de 13 ans. Sa famille, comme les autres villageois, vit de leur maigre bétail et de leur quelques cultures. Il est pourtant un enfant heureux qui participe de son mieux aux tâches quotidiennes, ainsi qu'aux fêtes qui émaillent la vie de sa communauté. C'est pourtant l'une d'entre elles qui va sceller son destin. En effet, en vue de préparer l'Aïd, son père l'envoie faire quelques courses à une vingtaine de kilomètres de leur village, à la ville d'Abéché. Issa, tout comme son ami Bachar avec qui il fait route, n'atteindra jamais sa destination. Esclavagisme, humiliation, brutalité, rien ne sera épargné à cet adolescent. Pas même lorsqu'il s'embarque sur un de ces misérables rafiaux, prêts à défier la Méditerranée et ses pirates. Du Tchad à la Belgique, en passant par nombre d'autres pays, Pascal J.B. nous livre le voyage qu'Issa n'a jamais demandé à faire. Comble de l'ironie, un retour au Tchad serait pour lui une nouvelle épreuve, un nouveau danger, celui d'être enrôlé de force dans l'armée. J'avoue, je suis resté sans voix devant le périple de ce jeune adolescent, enlevé brutalement à sa famille, et qui, de Caribe dans Scylla, se retrouve finalement à Liège. J'ai beau, comme tout le monde, être consciente des risques encourus par les migrants lors de leur translation, les conditions de regroupement avant leur départ et la traversée de la Méditerranée décrites ici dépassent tout ce que j'avais imaginé. Le traitement inhumain, et c'est un euphémisme auquel les passeurs soumettent ces gens, est vraiment effrayant. 1000 heures de conversation avec Issa sont condensées dans ce récit de Pascal J.B. Si vous désirez découvrir ce périple de 2 ans d'un mineur non accompagné, je vous engage vraiment à soulever la couverture de cette brève biographie romancée, brève mais dense. Alors, bonne lecture! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter La terre de nos ancêtres de Marilyn Parmigiani, que la promesse de nous plonger dans des secrets de famille où se côtoie l'histoire de Belgique et des légendes de l'Irlande ne pouvait que m'intriguer. D'autant plus nous assure-t-elle que ses ancêtres ainsi que sa famille recomposée l'ont également inspiré pour créer ce roman. L'histoire se passe en 1975. Quelques années plus tôt, Pierre, un petit Wallon de 7 ans, a pour la première fois fait la rencontre de son grand-père flamand. Une rencontre éblouissante qui va faire de lui le
cousin Pete et pour Albert, le petit Wallon devenu le plus flamand de toute la côte. Mais parmi les Oyates des dunes de la mer du Nord, alors qu'il atteint ses 15 ans, les secrets de famille commencent à émerger. Et c'est en compagnie de sa cousine Alida qu'il entame des recherches propres à ouvrir la boîte de Pandore familiale. Entre Belgique et Irlande, l'auteur vogue sur les vagues de l'histoire avec un grand H pour nous conter l'autre, la petite, celle d'une famille dont les secrets, les non-dits, les jalousies et les promesses extorquées sont au cœur de profonds malaises. La Terre de nos ancêtres est un roman de 219 pages qui se lit facilement et qui m'a permis de découvrir et redécouvrir certains faits liés à l'histoire de l'Irlande et de la Belgique en passant par les 2 guerres mondiales. Et si sur le fond, le récit de Marilyn Parmigiani résonne de façon dramatique, le ton reste souvent léger, avec un accent belge certain et un délicieux petit goût de bière, qu'elle soit blonde ou brune. Alors, bonne lecture! Et n'oubliez pas que le savoir-faire se déguste avec sagesse. J'ai choisi de vous parler de Otage de Sam Getoff. Donc c'est son nouveau roman. Elle a écrit un précédent qui s'appelle T'oublier, que j'avais déjà lu également. Alors l'histoire c'est quoi? C'est une jeune femme, psychologue clinicienne, qui a abandonné en fait son cabinet pour intégrer une grosse boîte, pour avoir ensuite la possibilité de s'occuper de ses 2 enfants en bas âge. Le jour J, en fait, c'est le jour de son anniversaire. Elle quitte un peu plus tôt donc, son travail. Son mari l'a invitée au restaurant le soir et donc elle veut aller faire les boutiques pour se préparer, se faire toute belle. Elle rentre dans sa voiture, la porte s'ouvre, un homme rentre, il est masqué, il est armé, il la braque, il la prend en otage. Elle se retrouve dans une cave, enchaînée. Et c'est en fait cette captivité que Sam Getoff va nous relater. Que vous dire? Déjà du style. Le style est un style qui est, on va dire, fluide, qui nous fait bien participer à l'action lorsqu'il y en a. On ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. En revanche, il nous permet de ressentir en fait ce que ressent en fait la captive et ces petits moments en fait de doute, ces petits moments de lucidité, ces questionnements, etc. Et puis on se pose quand même des questions tout au long de ce roman. Premièrement, comment ça se fait qu'une fois dans la cave, les kidnappeurs se présentent visage nu? C'est un petit peu curieux. Comment ça se fait que le mari, en fait, met un certain temps, voire un temps certain, pour payer
la rançon. Alors on se dit fatalement que cette jeune captive ne va pas terminer en bonne santé, en fait, sa captivité. Elle a vu ses ravisseurs, et donc finalement, à la fin, elle doit mourir. Mais justement, lorsqu'on passe à quelque chose, forcément, c'est pas forcément ce qui arrive. Et donc, je vous propose de lire le nouveau roman d'otage de Sam Guethoff pour comprendre ce qui va arriver à cette captive un petit peu étonnante. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter La rectification de Luc de Grande. Un roman qui questionne. L'histoire débute à Noël, quand Corentin Delahaut, un fonctionnaire communal célibataire et grand amateur de puzzle, se voit offrir par sa sœur un roman intitulé La rectification. Déçu par ce cadeau dont il n'a que faire, la curiosité finit malgré tout par l'emporter dans une lecture qui va avoir des conséquences inattendues. Quant à nous, par ce biais, nous plongeons dans les souvenirs d'enfance et d'adolescence d'un homme à la personnalité pour le moins particulière, qui, jugeant immoral le comportement du principal personnage de son livre, décide d'interpeller l'auteur. Il est très difficile de parler de ce roman sans en dévoiler le sel et le souffle. Lire La rectification, c'est un petit peu comme s'embarquer sur les montagnes russes. Du simple au complexe, de la lumière à l'ombre, Luc de Grande nous entraîne dans une construction mentale tortueuse, aux fondations modelées par une expérience traumatisante, où l'on s'enfonce avec pour seul repère nos propres convictions. L'auteur prend plaisir à nous déstabiliser et, comme son écrivain fictif, nous laisse nous débrouiller avec un personnage aux valeurs plus communes. Si vous aimez être surpris, n'hésitez pas à soulever la couverture de La rectification, vous ne serez pas déçus. Alors, bonne lecture à tous! Bonjour, eh bien me revoici avec le livre de mon été, Les Maisons Vagabondes de Colette Cambier aux éditions Chloé Délices. Alors je me suis très bien amusée dans ce vagabondage. Il ne s'agit pas de maisons qui vagabondent,
mais plutôt de l'auteur qui vagabonde dans ses souvenirs d'enfance, de maison en maison. Donc elle a des grands-parents francophones et flamands. Son âge change aussi au cours des déménagements, etc. Bon, ça donne l'impression en tout cas d'une enfance heureuse. Ça sent beaucoup le pâté de lièvre, je dois dire, il y a beaucoup de lièvre dedans, ça m'a donné faim. C'est magnifique. Les mots sont amusants, sont gais, sont bien alignés. Il y a de l'humour dans la façon aussi de raconter les choses. Ce n'est pas uniquement raconté. Il y a toujours quelque chose en plus. Alors, je vous donne un petit avant-goût, mais il y en aurait des tonnes. Hein. Par exemple, La maison au pays des collines. Alors, en décembre 1956, tu te retrouves dans une autre maison. Alors là, je passe un morceau, et puis on te dit, c'est ici, ton chez-toi maintenant. On peut donc changer de coquille à sa convenance, ou quand on grandit trop pour qu'elle vous contienne, une chose est certaine, c'est ici qu'il va falloir déployer tes racines. Tu sors vêtu d'un petit manteau de fourrure. Ton frère te suit sous son bonnet de laine. L'air est vif et mordant. Tu aimes déjà ton domaine. Alors, chaque fois, elle est prête à accueillir la nouvelle maison et tout ce qui va s'y passer. Alors, les personnages ce sont les grands-parents, alors il y a deux couples de grands-parents, bien sûr, mais il y a aussi le couple des grands-oncles. Donc, c'est un grand-oncle et une grande-tante qui sont restés célibataires et qui vivent entre frères et sœurs et qu'on va aussi visiter. Alors, suivant la langue qu'on parle, les habitudes sont également différentes. C'est toujours très accueillant et plein d'amour. Alors ici, par exemple, je vous cherche un petit morceau encore. Voilà, ça c'est en Flandre. Donc Berkeneuf, c'est « Tu veux que je t'apprenne à jouer aux échecs? Tu as 7 ans, il n'est jamais trop tôt pour apprendre les stratégies. Tu t'empares du jeu. Qui prend les blancs? Tout en déplaçant un pion, tu dis « Tu te souviens, bonne maman, quand j'étais petite et que je ne pouvais plus sortir des toilettes? Les toilettes sont confortables, mais antiques, avec un siège étonnamment bas. Une lourde portière tapissée de cuir les sépare du vestiaire. Un hublot donne sur l'arrière du jardin. Tu avais tiré le verrou par curiosité et tu t'es retrouvé enfermé. » Voilà, ce sont tous des petits souvenirs qui jaillissent ici et là. Elle commence quelque chose et elle décrit quelque chose et puis hop, il y a un souvenir qui vient se greffer. Je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez quelque chose de relaxant, de bien écrit en même temps, qui vous conduit dans un passé vraiment, enfin on se dit mais quelle belle enfance, c'est regarder en tout cas avec amour et plaisir tout ce qui s'est passé dans l'enfance et toutes ces belles maisons qui ont accueilli l'auteur. Donc Les Maisons Vagabondes de Colette Cambier aux éditions Chloé Délices. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Un temps d'avance de Peter Pan, un roman qui nous entraîne en 2063 à la poursuite du temps et d'une chance de sauver l'épouse décédée de Tanguy Balleroy, expert en physique quantique. En effet, les travaux du professeur ont éveillé l'intérêt d'un puissant groupe industriel, ou plutôt celui d'un de ses co-directeurs, bien décidé à garder la mainmise sur ses acquis et son pouvoir en allouant au projet Ripley les sommes nécessaires à son développement. De Channel Town, une ville artificielle bâtie au milieu de la Manche, et sa Purity Tower, siège de la Grimwood Corp, au laboratoire secret où est développé Ripley, l'histoire se complexifie rapidement devant les convoitises des uns et les petits secrets des autres, dans un jeu où les ambitions sont le moteur et la confiance un concept. Dans ce roman, où se côtoient le possible et l'improbable, Peter Pan explore par le biais de la physique quantique l'idée du voyage dans le temps et de ses paradoxes. Il aborde des thèmes complexes, comme la théorie des cordes ou les univers parallèles, mais
questionne aussi les croyances religieuses en embarquant son personnage dans un voyage aux conséquences pour le moins inattendues. Jouer les maîtres du temps n'est pas sans risque, car le temps n'a pour seul maître que lui-même. Quant à ses paradoxes, finalement, peut-être est-ce cela que l'on nomme le destin. Alors, bon voyage et bonne lecture! Eh bien, à l'image d'Annie Sedan, j'ai choisi de lire La terre de nos ancêtres de Marilyn Parmigiani. Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, je ne sais pas, c'est parce que dans le synopsis, on parlait de secrets de famille, d'Irlande, d'histoire belge, de Belgique, je sais pas. C'était juste une petite curiosité. Et donc, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, il s'agit d'un enfant qui passe ses vacances, il est wallon, il passe ses vacances avec ses grands-parents flamands. Et il va faire la découverte avec ses cousins et ses cousines d'un univers qu'il ne connaît pas du tout. Donc ce gamin s'appelle Piet. En fait, Piet, c'est pas son vrai nom, mais c'est le prénom qu'il s'est choisi parce qu'en fait, il se sent plus flamand que wallon et il est à la recherche en fait de peut-être de quelque chose qui lui manque. Voilà, on va dire ça. Et donc, il va se retrouver confronté avec sa Oma et son Opa qui, quelque part, il y a plein de non-dits autour d'eux, il y a des silences mystérieux, tout est assez intriguant. Et donc, le jeune Piet se pose des questions et avec ses cousins et ses cousines plutôt turbulents, ils vont tenter de comprendre. D'autant que la tante de ce dénommé Piet lui offre un arbre généalogique sur lequel, bien, curieusement, il ne figure pas. Donc, à partir de là, bien, vous savez tous, quand on cherche, on trouve, et pas toujours ce qu'on voudrait trouver, on va dire. Et là, on va plus rester dans la Belgique wallonne flamande, mais on va déborder. Et puis, on va parler d'histoire avec un grand H, on va parler de frontières géographiques, on va parler... Voilà, il n'y aura plus dans ce bouquin de frontières de temps, de langue, tout ça se mêle pour répondre aux interrogations du jeune Piet. Je ne vais pas trop vous en dire en fait, parce que c'est un bouquin qui se découvre au fil des pages et au fil en fait des découvertes de ses secrets familiaux. Mais je peux vous dire que c'est un roman qui parle de racines oubliées, tues, cachées et de besoins irrépressibles de comprendre et de s'apprendre. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter L'île scellée de Gérard Le Goff. Alors, ce n'est jamais facile de parler d'un livre, et je dois bien avouer que celui-ci ne déroge certainement pas à la règle. On va donc commencer par l'histoire. Sur le territoire du village de Saint-Anselme s'épanouit la forêt pleine de vie de Bételgeuse, dont celle du légendaire mais néanmoins bien réel petit peuple. Elle recèle également la mare au Freux, où depuis peu, quelques bulles ont éveillé l'intérêt de la puissante Global Petroleum Company. Face à ce géant avide, la résistance s'organise bientôt autour de personnages aussi différents que hauts en couleur. Voilà pour l'histoire. Passons au genre. L'intervention de Pan, de Fée et autres membres du petit peuple laisse penser que ce roman est du genre fantastique, et à cet égard, il l'est. Mais, à mon avis, si l'intervention de ces personnages légendaires peut attribuer au livre cette classification, elle sert avant tout un récit plus proche de la fable contemporaine, en endossant le rôle de représentant poétique d'une nature riche et lumineuse, face à une réalité bien plus vulgaire qui permet à l'auteur de flirter sans vergogne avec le pamphlet. Et pour être complète, je citerai l'auteur qui définit son livre comme
une sorte de conte pour adultes, une fable fantaisiste dont la morale, au-delà du bien et du mal, ne peut que se révéler ambiguë. L'écriture maintenant. Fluide, elle s'enrichit d'un vocabulaire riche et d'une imagination certaine quand il s'agit de nommer les lieux et les personnages. La plume, trempée dans une encre de beau français, distille de sa pointe critique un humour tantôt plaisant, tantôt grinçant, dans une histoire par ailleurs sombre, sans pourtant lasser le lecteur au fil des 619 pages que compte le roman. Quant à la fin de l'histoire, sans vouloir vous en dévoiler la nature, je dirais simplement qu'elle met parfaitement fin aux propos de l'auteur. Alors, bonne lecture à tous!